Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel complet sur le fonctionnement du protocole UDP. Ici on va presque tout aborder, on va d'abord voir de quoi est composé le protocole UDP, après on verra sa différence avec le protocole TCP, et après on va bien évidemment comprendre et exploiter les différentes attaques sur le protocole UDP. Évidemment je précise que la vidéo sera à 80% pratique, donc vous pourrez vous exercer avec moi et comprendre ce qu'il y a derrière tout le système, au lieu de simplement utiliser les logiciels sans vraiment saisir le fonctionnement de tout ce qu'il y a derrière. Avant de continuer, je vous invite également à rejoindre ma newsletter où je vous envoie du contenu exclusif sur la cybersécurité, le lien est dans la description. Sinon, assez parlé, maintenant on peut commencer. Alors avant de vous parler du protocole UDP, on va faire un bref refresh du protocole TCP. Donc d'abord, je vais vous montrer la structure du protocole TCP. On voit clairement que c'est relativement compliqué. On a le port source, destination, ok très bien. Après on a le numéro de séquence, le numéro d'acquittement, on a des flags, on a un checksum, on a un pointeur urgent, on a la taille de la fenêtre, etc. etc. Ça on sait pas exactement ce que c'est. Donc pour vous expliquer tout ça et vous faire comprendre tout cela, cela va vous prendre au moins plusieurs heures de pratique. Et en plus, en bas, il y a plein d'options, ce qui complique encore la tâche. Deuxième schéma, ici on a le cycle de vie d'une session TCP. Là encore, ce n'est pas du tout évident à comprendre du premier coup. Mais la vraie question c'est, pourquoi on s'embête avec tout cela? Pourquoi le protocole TCP est si compliqué? Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc simple, avec port source, port destination, éventuellement un petit checksum et un autre petit quelque chose, et c'est tout? Pourquoi on ferait pas ça? On est d'accord, ce serait 10 fois plus simple à gérer. Par exemple, si vous communiquez avec votre ami à 15 000 km de là, quelle est la probabilité que les paquets réseau que vous lui envoyez soient soit perdus, soit altérés quelque part, soit arrivent mais dans le mauvais sens? Il n'est pas rare que le nombre de paquets perdus dépasse 1%, voire plus si votre connexion internet est mauvaise. Et ça, c'est sans passer les paquets qui sont arrivés à destination, mais qui ont été altérés, ou des paquets qui sont arrivés dans le mauvais sens. Et ça c'est un très gros problème, car quand vous recevez un message, vous voulez être sûr que c'est exactement le même message qui a été envoyé. Quand vous chargez une page web, vous voulez être sûr que c'est exactement la même page web qui est stockée sur le serveur. Par exemple, ne serait-ce qu'un seul bit qui a été perdu ou altéré pourra rendre absolument toute la donnée inutilisable, car la plupart du temps les données sont chiffrées, et s'il manque un bit, c'est impossible de les déchiffrer. Du coup la question c'est, comment fait-on pour traquer les paquets ? Pour être sûr qu'il n'y a pas eu de modification ou de perte par exemple. Eh bien on utilise le protocole TCP. En fait la plupart des champs que je vous ai montrés sur cette image servent principalement à régler ce problème. Et donc grâce à ce système, un paquet qui a été envoyé vers le receveur sera garanti d'être reçu. Ou alors l'émetteur sera informé du fait que le paquet n'a pas été reçu. Mais reprenons notre petit schéma de notre version simplifiée de TCP. En fait ce petit schéma là existe dans la vraie vie. Et c'est le protocole UDP. Il n'y a pas tout le bordel qu'on a décrit. Il n'y a pas de numéro de séquence, numéro d'acquittement, de pointeur urgent, de machin, de flag, etc., etc. Là, on a juste port source, port destination, éventuellement un petit checksum, au cas où, pour savoir si les données ont été modifiées, et la longueur des données. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Le principal intérêt de ce protocole, c'est qu'il est beaucoup moins lourd et beaucoup plus rapide que le protocole TCP, même si le protocole TCP a quand même été optimisé au fur et à mesure des années. Le protocole UDP est en général utilisé quand ce n'est pas très grave si on perd quelques paquets à la volée. Par exemple, si vous faites du streaming, ce n'est pas grave s'il y a un ou deux pixels morts au milieu de l'image. Autre chose importante à noter, c'est que dans le protocole UDP, il n'y a pas de freeway handshake pour établir une session TCP. À la place, qu'est-ce qu'on fait? On envoie directement notre requête au serveur, et c'est tout, il n'y a pas de session, il n'y a pas de concept de session UDP par exemple. Tout ça pour vous dire que le protocole UDP est un protocole très simple, il n'y a pas grand chose à connaître. On va donc commencer rapidement par une mise en place de notre lab. Donc on a d'abord la machine Windows, où j'ai allumé l'analyseur de paquets au Wireshark, ainsi qu'un terminal Windows PowerShell. Puis on a notre deuxième machine, une machine sous Debian, vous pouvez aussi prendre une machine sous Kali Linux, cela revient absolument au même, où on a juste un simple terminal qui est allumé. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire communiquer nos deux terminaux grâce à un utilitaire qui s'appelle Netcat. Netcat est déjà installé par défaut sous Linux, mais il ne l'est pas sous Windows, donc je vous mettrai un lien pour le télécharger. Autre chose d'ultra important avant de commencer, vérifiez bien que dans la configuration réseau de la machine virtuelle, donc ici je suis sous VMware, mais sous VirtualBox vous pouvez aussi le faire,
ici l'adaptateur réseau soit bien réglé à NAT, sinon cela ne va pas fonctionner, vous ne pourrez pas communiquer entre les deux machines virtuelles. Et une fois que c'est bon, il ne nous manque plus que de récupérer les adresses IP de nos deux machines. Pour la première machine sous Debian, on peut très bien faire un IP ADDR. Ici on a les adresses IP de chaque interface réseau. On va prendre celle-là, celle de ENS33. Ici, on obtient donc la première adresse IP. Pour obtenir la deuxième adresse IP sous Windows, on peut également faire un IP config. Et ici, on obtient la liste de toutes les adresses IP de chaque interface réseau. Donc là, on a quand même pas mal d'adresses IP, pas mal d'interfaces réseau, mais du coup, laquelle choisir? Donc ici, on a d'abord notre carte Wi-Fi, qui est en .1.36, ce n'est pas celle-là qu'on va utiliser. Ici, on a notre interface réseau pour VMware, en .125.1, on en a également une autre en .101.1, et après on a le VPN, mais il est déconnecté. Moi je vais prendre celle en .125.1, car elle est probablement dans le même sous-réseau que celle en .125.135 dans notre machine Debian. Faites attention à choisir les bonnes adresses IP et les bonnes interfaces réseau, parce que sinon cela ne va pas fonctionner. Enfin bref, maintenant passons à la prochaine partie, on va créer un simple serveur UDP avec Netcat. Bon ici ce n'est pas très compliqué, on va commencer par notre machine Debian, et je vais taper la commande nc-u, U comme UDP, -L comme listen, ici pour écouter, et là je vais pouvoir mettre un port, je peux mettre un port personnalisé, je vais mettre par exemple le port 1000. Évidemment il faut aussi le -P, parfait. Donc là notre serveur écoute sur le port 1000, maintenant il faut s'y connecter depuis notre machine Windows. Donc pour ceci je vais lancer Netcat depuis le terminal. Donc si je fais ls, je vois que j'ai déjà téléchargé Netcat sous Windows, et je vais donc exécuter nc64.exe. Puis je vais mettre l'adresse IP, donc c'est 168.125.135, avec un port égal à 1000. Et je n'oublie pas le -U, comme UDP. Donc normalement à partir de là c'est bon. Si j'envoie du texte ici comme test par exemple, cela va s'afficher sur l'autre machine, comme on le voit ici directement. Donc là c'est excellent, il y a absolument tout qui fonctionne. Donc maintenant on va pouvoir passer à la suite, on va utiliser Wireshark du côté de notre PC Windows, et cette fois-ci on ne va pas écouter sur la carte Wi-Fi, mais on va plutôt écouter sur l'interface VMnet 8, celle qu'on a utilisée pour obtenir l'adresse IP de notre machine sous Windows. Car ici on communique avec notre machine virtuelle VMware. Donc les paquets ne passent pas par la carte Wi-Fi. Donc je vais cliquer ici, et là on voit qu'il n'y a absolument rien, c'est complètement normal. Donc maintenant je vais reprendre mon PC sous Windows, et je vais envoyer un deuxième message à ma machine sous Debian. Je vais lui envoyer « Bonjour, comment vas-tu ?» Donc là le message s'affiche sur notre Linux. Donc là il n'y a rien du tout sur Wireshark, c'est normal, c'est parce qu'il y avait déjà un filtre. Donc je vais juste le supprimer en appuyant sur Entrée, comme ceci. Et là on voit qu'il y a 3 paquets, dont un paquet en UDP. Je peux d'ailleurs filtrer les paquets en UDP en tapant UDP. Et on voit que là il y a un paquet UDP. Donc déjà, première chose, je vais cliquer sur le paquet UDP, et je vais voir ce qu'il y a dedans en défilant le lien User.telegram Protocol. Et là on voit qu'il y a exactement nos 4 champs. Donc port source, port destination, longueur et checksum. Et c'est tout. Juste après, on a les données de notre segment UDP, et en ASCII, si on déroule, c'est bien « Bonjour, comment vas-tu ?» avec un retour à la ligne à la fin. Donc là, on voit que c'est beaucoup moins compliqué, il n'y a pas eu de freeway handshake, il n'y a pas eu non plus de champ chelou. Ici, le protocole UDP, on peut dire qu'il va droit au but. Donc maintenant, comme on sait comment fonctionne le protocole UDP, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce qu'il est possible de la part d'un attaquant de détourner ce système? Ici par exemple on a un simple système de chat entre deux personnes. Est-il possible de détourner ce système de chat et y trouver des failles de sécurité? Je vous laisse faire pause quelques secondes pour y réfléchir. Bon, je pense que vous avez trouvé la réponse est largement oui. Par exemple, un attaquant peut très bien forger un faux paquet avec l'adresse IP de la machine Windows, qu'il a d'ailleurs usurpé, et l'envoyer directement à la machine Linux. Comme ça, il va pouvoir envoyer des faux messages en tant que la machine Windows. Et ça, c'est un très gros problème, car la machine Debian, ici, due aux spécificités du protocole UDP, elle n'aura aucun moyen de vérifier la provenance et l'authenticité de ce paquet, tout simplement. Donc pour ceci, j'ai déjà démarré ma machine virtuelle attaquante. Donc ici, je n'ai pas installé d'interface graphique, il y a juste qu'une simple interface de ligne de commande. C'est beaucoup plus simple, je peux absolument tout faire en ligne de commande, et en plus ça consomme beaucoup moins de ressources sur ma machine hôte.
Donc c'est beaucoup plus avantageux. Cependant, je vais plutôt l'utiliser depuis mon terminal Windows, ici, en m'y connectant en SSH. Donc ici, la machine est bien en point 125 et en point 130. Je vais donc taper mon mot de passe et c'est bon. Donc une fois que c'est fait, la prochaine étape est de forger soi-même ses propres paquets réseau sous Linux. Alors il y a plusieurs façons plus ou moins difficiles et plus ou moins bas niveau de le faire. Nous allons évidemment utiliser la façon la moins difficile, on va faire tout cela en Python. Donc pour ceci, je vais créer un simple petit script Python en faisant nano script.py, comme ceci. Je vais aussi mettre le terminal en un petit peu plus grand et maintenant on va pouvoir commencer à coder. Donc déjà, première question, quelle librairie va-t-on utiliser pour forger notre propre paquet? Alors évidemment, je peux le faire tout seul directement en Python ou même en C. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile et que ça prend beaucoup plus de temps. Donc ici, c'est pas très utile. En revanche, on peut utiliser des librairies qui font à peu près tout à notre place. Donc ici, sous Python, on a la librairie Scapy. Évidemment, moi, je ne connais pas par cœur comment utiliser la librairie Scapy en Python. Et l'extrême majorité des programmeurs ne le savent évidemment pas. Cependant, on peut regarder sur Internet comment utiliser la librairie Scapy. Et en particulier, on peut regarder la documentation de Python. Donc pour ceci, on peut taper Python, Scapy, documentation, hop. Et en ligne, on peut trouver la documentation de Scapy. Ici, on a la liste de toutes les fonctionnalités de Scapy et comment les utiliser. Donc c'est parti, par quoi va-t-on commencer? Ici, on veut créer un paquet réseau personnalisé avec une adresse IP qui est spoofée et potentiellement d'autres champs qui sont aussi spoofés. Du coup, comment fait-on? Bon, je vous avoue, j'ai un petit peu la flemme de chercher moi-même. En revanche, je peux toujours demander à l'intelligence artificielle, ce qui sera beaucoup plus rapide. Donc hop, je lui demande de générer un paquet réseau avec une adresse IP spoofée. Utilise Python et Scapy, comme ceci. Et on va lancer notre ChatGPT. Bon, évidemment, il faut le présenter d'une autre manière, sinon ça ne va pas marcher. Excellent. Donc maintenant, on va utiliser notre deuxième meilleur ami en informatique, le copier-coller. Donc on va mettre ça sur notre terminal, ici, on va coller, parfait. On peut voir ici assez facilement de quoi est composé le code. Donc d'abord on importe les librairies, après on crée le paquet, et puis après on l'envoie. Donc je vais juste modifier la deuxième ligne, et en mettant src, je vais mettre à côté du src, on va mettre dst comme destination, hop, et je vais mettre une autre adresse IP, on va dire 192.168.125, on va dire hop, 135. Donc je vais quitter, je vais enregistrer, parfait. Donc maintenant, une fois que c'est fait, je vais lancer Wireshark sur ma machine cible, ici. Comme ça, elle va pouvoir capturer et lire les paquets qui passent par sa carte réseau. Donc c'est bien notre machine en point 125.135. Je vais également lui appliquer un filtre ici. IP.addr est égal à 192.168.125.135 pour uniquement capturer les paquets qui ont cette adresse IP dans leurs entêtes. Donc hop, on commence. Je vais cliquer sur l'interface ENS33. Et maintenant, on va pouvoir envoyer notre paquet script.py. Hop. Alors évidemment, chez moi, c'est Python 3. Ici, on voit bien un paquet qui a été envoyé. Donc, par défaut, cela nous a créé un paquet ICMP. Donc, un truc qui ressemble à un ping dans notre cas. Bon, ça c'est bien, mais nous, on veut un paquet UDP. Donc, comment fait-on? On va demander à l'intelligence artificielle, génère-moi un paquet UDP avec le port source et destination. Puis après, on peut remplacer ça dans notre code ici. Bon là évidemment, comme j'ai pris GPT 3.5 et pas GPT 4, ça me remet à 0 les adresses IP. Donc je dois remettre .125.135. Ici on va laisser le port source et destination comme il est, et on va renvoyer le paquet pour voir si ça fonctionne. Donc là ça a l'air de fonctionner, on a un paquet UDP qui a été reçu par la machine Debian Wireshark. Et comme le port a été fermé, ça a envoyé un paquet ICMP à l'émetteur avec Destination Unreachable. D'ailleurs, c'est une très bonne manière de faire des attaques DOS de la part de la machine attaquante vers la machine Windows, ici. Pourquoi? Car la machine attaquante, elle crée les paquets avec Scapy, ok c'est très bien, elle usurpe l'adresse IP de la machine Windows et les envoie à la machine Debian.
Sauf que Debian va renvoyer après à la machine Windows, ok tiens ce port-là il est fermé, ICMP Destination Unreachable. Car selon Debian, l'adresse IP source est bien la machine Windows en .125.1. Et donc indirectement, la machine attaquante va faire en sorte pour que la machine Debian envoie des requêtes vers la machine Windows. Et donc si la machine attaquante envoie, au lieu de quelques requêtes, envoie des millions de requêtes vers la machine Debian va envoyer des paquets ICMP Unreachable vers la machine Windows, comme on l'avait vu avant. Et donc va indirectement DDoS la machine Windows. Et l'intérêt de la machine attaquante ici, c'est que son adresse IP ne se fait pas griller. Et surtout, le deuxième intérêt, c'est que la machine Windows a envoyé à la machine Debian 60 octets de données. Et la machine Debian a envoyé à la machine Windows, donc c'est la DDoS, 70 octets. Ce qui fait que pour 60 octets de DOS, la machine attaquante peut DOS la machine Windows 70 octets, soit un rendement de 1,16. Cependant, il existe des protocoles réseau dans UDP par exemple, qui pour 1 octet de DOS permettent de DOS cette fois-ci 1000 octets. Donc c'est un rendement de x 1000. Et ça c'est beaucoup plus dangereux, car depuis une simple connexion internet, vous pouvez envoyer des attaques DOS 1000 fois plus puissantes vers un serveur, et potentiellement le mettre hors service assez facilement. Bon voilà, c'était une petite parenthèse sur ce type d'attaque, et d'ailleurs on appelle cela les attaques par amplification. Donc je vais relancer une ligne de commande sur ma machine Linux, ici, et alors je vais la mettre en route, ça va être plus simple. Et cette fois-ci, je vais relancer mon petit netcat. Donc on va faire un netcat-lup, et le port, je vais mettre n'importe lequel, par exemple 11.11.11.11, plutôt 11.111. Parfait, et maintenant depuis mon Windows, je vais pouvoir m'y reconnecter. Donc je vais prendre ce terminal-là, et je vais relancer mon petit nc64.exe-u 192.168.125.135 vers la machine victime. Et évidemment, j'indique le port 11.11.1. Et maintenant, on peut communiquer en s'envoyant des messages, on voit que ça marche. Et mon but serait de me faire passer pour la machine Windows, donc celle-là, auprès de la machine attaquante, donc celle-là. Alors, comment je vais faire? Ici, je vais, depuis ma machine attaquante, je vais renommer mon script.py, ici, et je vais modifier les différents champs. Donc ici, on sait que le port de destination, c'est bien 11.11.11.11, ici. L'adresse IP source et l'adresse IP destination, on l'a déjà, sauf que il y a un petit problème. Comment, depuis la machine attaquante, je peux connaître le port source de Windows, ici? Je n'ai absolument aucune indication. Le problème, c'est que si j'enregistre ça, et que je renvoie directement ça à mon petit Wireshark, on voit que ça ne marche pas. Ici, je vois un Destination Unreachable, donc une erreur ICMP. Et c'est normal car je l'ai envoyé depuis le port 1, 2, 3, 4, 5. Pourtant, ce n'est pas le port qu'utilise la machine Windows pour communiquer avec Netcat vers notre machine Debian graphique. Bon là, depuis Wireshark, je peux facilement tricher, je peux voir que c'est 64 821. Sauf que depuis la machine attaquante Linux, c'est beaucoup plus difficile de le savoir. Le problème, c'est qu'ici, il faut espionner ce qu'il y a entre la machine Windows et la machine Debian qui chatte grâce au protocole UDP avec Netcat. Le problème, c'est que, à part si j'ai un accès physique à ces deux machines-là, à une de ces deux machines-là, ou si je peux espionner ce qui passe par le switch, c'est extrêmement difficile pour moi de le savoir. En fait, l'une des seules manières qui fonctionne, mais qui est un petit peu bruyante, c'est de faire une attaque man in the middle avec un empoisonnement du cache ARP des deux machines. Puis après, de lire ce qu'il y a dans les paquets. J'en ai parlé dans ma vidéo sur l'attaque man in the middle, je vous invite à aller la regarder. Bon, ici, je ne vais pas faire l'attaque, car cela va prendre encore un petit peu de temps, et la vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc, je vais déjà supposer que j'ai le bon port, donc je vais bien prendre le port 64 821, ici, et je vais le mettre comme port source. Alors ici, j'ai quand même un petit souci, j'ai pas les données du paquet UDP, donc j'ai pas le message. Donc ici, en général, c'est le message du chat. Donc je vais demander à ChatGPT de me générer les données. Génère-moi les données et mets test 2 dedans. Donc ici, on n'est pas du tout obligé de tout copier-coller de 0. Je peux juste copier la partie en plus ici. Donc c'est row. Et je vais la coller dans ma machine, comme ceci.
Alors il y a quand même la variable data qu'il va falloir remplir, donc je vais la remplir, je vais mettre par exemple data est égal à mon message, comme ceci. Donc c'est une simple chaîne de caractères. Et maintenant, je pense que tout est bon, on va donc envoyer notre paquet. Alors je vais juste reset le Wireshark, car il y a pas mal de choses dedans. Parfait. Et je vais envoyer mon paquet. Alors je vais également vous montrer en live le message, ici le mini chat. Donc je vais envoyer le paquet. Python3 script.py. Bon là c'est pas défini. Alors je vais regarder un peu dans mon chat GPT. Ici on a le row qui est pas défini. Je pense que j'ai oublié de l'importer. Ouais, j'ai oublié de l'importer ici. Donc je vais le modifier dans mon anneau et je vais importer le row ici et je vais le renvoyer. Parfait. Donc comme quoi il faut bien copier-coller. Ici on voit qu'il y a bien un message qui a été envoyé, un paquet. Et là on a mon message qui a été écrit sur la console Debian. Pourtant ce n'est pas la machine Windows qui l'a envoyé, comme on le voit ici. C'est bien ma machine attaquante. Si je fais un IP ADDR, c'est bien la machine en .125.130. Alors que si je fais un ifconfig dans ma machine Windows, alors je vais prendre un autre terminal, ifconfig. Alors comme on fait déjà ipconfig plutôt, on a bien d'autres adresses IP, donc c'est bien 192.168.125.1. On a donc réussi notre but d'usurper la machine Windows, ici. Comme on le voit, on a bien un paquet UDP qui a été envoyé vers la machine Debian, de source 125.1 et de destination 125.135. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Ici, la seule difficulté était de trouver le bon numéro de port. Bon, ici je vous ai montré un exemple relativement simple sur comment attaquer le protocole UDP. Comme contrairement au protocole TCP, il n'y a pas vraiment de méthode de vérification, il n'y a pas de numéro d'acquittement, de numéro de séquence, etc. etc. C'est beaucoup plus simple de forger des paquets et de faire du spoofing. Ici, j'ai montré comment on le fait avec un simple logiciel de chat, mais on peut très bien le faire par exemple avec un logiciel de streaming ou même de visioconférence pour envoyer des fausses informations. Là, c'est un peu plus élaboré à faire, mais si l'attaquant est déterminé, il peut très bien le faire. La seule vraie manière pour s'en protéger est tout simplement d'utiliser le chiffrement. Et c'est ce que font tous les logiciels de visioconférence modernes qui utilisent le protocole UDP.